Welcome à Le Mal, bienvenue à toutes et tous à ce point presse de Brussels Studies. Il s'agit d'une première pour l'équipe éditoriale qui a été motivée par la parution d'une nouvelle publication et par le thème de celle-ci, le commerce, qui trouve un écho évident dans les questions posées par la crise sanitaire actuelle et ses conséquences économiques. Comme vous le savez, la revue Brussels Studies publie des articles portant sur des thématiques variées, allant de l'économie à la culture, en passant par la politique, la mobilité, le droit ou l'éducation, et qui ont comme point commun d'avoir le territoire bruxellois comme cadre d'analyse. De temps à autre, la revue publie également des notes de synthèse, des articles au format plus long faisant le point des connaissances associées à un sujet clé pour la région bruxelloise et qui mettent en lumière les enjeux majeurs que soulève le thème abordé. Lundi prochain, la 143e publication de Brussels Studies est une note de synthèse portant sur le commerce à Bruxelles, à laquelle vous avez eu accès et pour laquelle nous vous demandons encore de respecter un embargo jusqu'à dimanche inclus. Les notes de synthèse sont signées par des équipes de chercheurs rassemblées sous la coupole du BSI, le Brussels Studies Institute. Ces équipes sont généralement constituées de chercheurs de différentes disciplines scientifiques et travaillant dans plusieurs universités ou institutions. La note que nous présentons aujourd'hui n'y fait pas exception. Elle est co-signée par des chercheurs en géographie, en sciences de l'environnement et de la santé, qui se sont rassemblés autour du thème du commerce à l'occasion d'un projet de recherche initié il y a 3 ans. Cette note de synthèse sur le commerce à Bruxelles s'articule en 3 parties, définissant d'abord ce qu'est le commerce à travers ses fonctions, ses formes et ses acteurs. Les auteurs dressent ensuite plusieurs constats associés à des dynamiques majeures du secteur. Enfin, la 3e partie de la note s'articule autour d'enjeux pour le commerce, dont la pertinence sera sans doute encore renforcée par les difficultés économiques qui s'annoncent pour le secteur. Je cède la parole à l'auteur principal de cette publication, Benjamin Wayens. Il est géographe de formation et coordonne le réseau interdisciplinaire des études bruxelloises de l'Université libre de Bruxelles. Dans ses recherches, il a notamment développé une expertise approfondie des logiques de localisation des activités, prenant Bruxelles et la Belgique comme terrain d'analyse privilégié. Après une brève introduction du contenu de la note et de ses enjeux, Benjamin Wayens répondra à vos questions, que vous pourrez poser en direct par écrit via le volet de commentaires de YouTube et que relayera ma collaboratrice, Margot Hardy. Bonjour à tous. Alors c'est à moi que revient la lourde tâche d'essayer de résumer cette note de synthèse, donc qui, je vous rappelle, est à disposition des journalistes dès aujourd'hui et sera publiée gratuitement et en 3 langues, français, anglais et néerlandais, dès lundi sur le site de Brussels Studies. Alors, quel était finalement l'objectif de cette note? C'était finalement vraiment de faire la synthèse sur un secteur qui, à la fois, est dans le quotidien de tout le monde. Je dirais que tout le monde a une pratique du commerce, mais qui, en même temps, n'est pas forcément connu en détail, en profondeur, ni dans toute sa diversité par les différents acteurs. Donc, la note de synthèse prend évidemment ici tout son sens. C'est bien faire la synthèse sur un secteur majeur pour le fonctionnement urbain. Alors, vous allez me dire pourquoi ce secteur-là et pas plus qu'un autre. Alors, tout d'abord, pour une assez bonne raison, c'est que c'est un secteur extrêmement important pour la ville. Alors, c'est un secteur qui occupe de l'ordre de 60 000 équivalents temps plein. C'est 9% de l'emploi régional de la région de Bruxelles-Capitale. C'est aussi un secteur qui remplit finalement beaucoup de fonctions. Alors, on a évidemment en tête la fonction, ce qu'on pourrait appeler la fonction logistique du commerce, c'est-à-dire de s'arranger pour qu'on puisse accéder aux biens auxquels on a besoin. Et on se rend bien compte, évidemment, en cette période troublée de l'importance de cette fonction. Mais il y a aussi plein d'autres fonctions, donc notamment d'ajuster l'offre et la demande, de s'arranger pour que les bons produits arrivent pour les bonnes personnes ou que les bons produits soient ensemble. Imaginez que vous ayez un objet électronique et puis pas les bonnes piles pour le faire fonctionner. Ben voilà, typiquement, une fonction du commerce, c'est de s'arranger pour que tous les éléments soient là.
Alors, évidemment aussi beaucoup d'éléments liés à la transaction. Il faut assurer la sécurité juridique du transfert de propriété des biens. C'est un grand mot pour dire qu'il faut se passer les objets, mais aussi les payer, assurer la garantie, toute une série de services associés à un achat. Et puis évidemment, et on s'en rend bien compte quand on a moins la possibilité d'y recourir, parce qu'on peut être moins longtemps dans les magasins, qu'on doit aller plus à l'essentiel, c'est évidemment toute la fonction sociale du commerce, qui est quand même un lieu de rencontre relativement global à Bruxelles. Tout le monde se rencontre finalement dans les commerces, ou en tout cas tout le monde se rencontrait dans les commerces jusqu'il n'y a pas très longtemps. Donc ça veut dire qu'on y va pour des raisons, je dirais, utilitaires, mais aussi, il faut bien l'avouer, bien souvent, pour se faire plaisir. Alors, deuxième élément, je dirais, de l'importance d'avoir ce secteur de l'économie bien en tête quand on se consacre à Bruxelles, c'est que dans l'espace bruxellois, il occupe évidemment une place importante. C'est plus de 20 000 points de vente qui animent les rez-de-chaussée, des rues commerçantes, mais pas que dans les rues commerçantes, aussi dans les quartiers, y compris certains quartiers résidentiels, et qui soulignent vraiment la trame urbaine. C'est quasiment la majorité des rez-de-chaussée dans le centre-ville, dans le cœur du Pentagone, aussi souvent sur toute une série de chaussées ou sur des centres plus locaux de communes, mais qui sont aussi généralement les lieux de l'animation commerciale. Ceci sans évidemment oublier les marchés qui malheureusement ces dernières semaines ont évidemment disparu du paysage, mais qui pour certains jours, pensez par exemple au marché du Midi ou au marché des abattoirs, constituent probablement ces jours-là le principal noyau commercial de Bruxelles. Voilà, plein de bonnes raisons pour s'intéresser, je dirais, au devenir et à l'état d'un secteur relativement stratégique pour le fonctionnement de la ville. Alors, quels sont les principaux constats que j'ai pu faire avec tous mes collègues, mais aussi avec les commerçants, les accompagnateurs du commerce, les autorités publiques avec lesquelles on a eu beaucoup de discussions au cours des 3 dernières années? Quels sont les constats qu'on peut faire? Alors, tout d'abord, c'est l'importance du commerce. Malgré la diffusion du commerce en périphérie, la région de Bruxelles-Capitale est symboliquement son centre-ville, et en fait c'est 2 centres-villes commerciaux, le haut et le bas de la ville, et puis toute la nuée de quartiers, qu'ils soient plus généralistes ou plus spécialisés, font de Bruxelles la principale offre commerciale en Belgique, et de loin, comme le montre le graphique que vous pourrez retrouver en détail dans la note. Alors, par contre, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est un secteur dont la présence dans le paysage a évidemment beaucoup varié au cours du demi-siècle qu'il s'est écoulé. Dans beaucoup d'endroits, on a vu le nombre de commerces fermés, apparaître des cellules vides, voire la fonction commerciale disparaître, être transformée en logement, en d'autres fonctions. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, il y a de l'ordre de moitié moins de commerces à Bruxelles qu'en 1950. Mais attention, ce qui peut paraître un déclin doit beaucoup être relativisé parce qu'en fait, si on regarde en termes de surface offerte de mètres carrés commerciaux accessibles aux clients, on voit que sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, on est plutôt dans une logique de maintien, voire de légère croissance. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, beaucoup de petits magasins ont fermé, mais d'autres, généralement plus grands, se sont ouverts au fil du temps, répondant ainsi à l'évolution du mode de fonctionnement du commerce, mais aussi en partie à la demande du consommateur. Alors attention à ne pas faire certains raccourcis. Les grands magasins, ça n'est pas forcément que du commerce de succursalistes ou de franchise. On peut avoir des indépendants qui ont très bien réussi et qui ont des magasins de très grande surface. Le plus grand libraire de Bruxelles aujourd'hui est un indépendant. Alors, le commerçant a affaire à de multiples interlocuteurs dans son travail. Parce qu'en fait, on est dans une gouvernance publique qui est très partagée et très décentralisée. Alors, ne regardez pas ici en détail ce tableau, vous pourrez le trouver évidemment in extenso dans la note, mais on voit qu'une bonne partie de la réglementation est encore du ressort du fédéral, notamment tout ce qui a trait à, je dirais, aux règles de concurrence, à la gestion de la TVA. On a évidemment beaucoup de compétences qui sont maintenant dans le giron des autorités régionales, au travers notamment du soutien à l'économie, mais aussi, par exemple, de tout ce qui est la question d'aménagement du territoire, qui a progressivement intégré toute la législation sur l'implantation du commerce. On trouve aussi les communes, qui en tant qu'acteurs de terrain sont souvent le relais local
et le niveau auquel vont se gérer au niveau quotidien et local le bon fonctionnement du commerce. Et on sait que le commerce est très dépendant de son environnement, mais c'est aussi des acteurs d'organisation du commerce. Pensons par exemple à l'organisation des marchés. Enfin, il ne faudrait pas oublier les communautés qui assurent évidemment via l'enseignement et la formation, évidemment, toute la contribution en formant la main-d'œuvre de ce secteur d'activité. Alors, suite aux multiples discussions, aux analyses de statistiques, à l'analyse des diverses politiques régionales en la matière, au dialogue très concret avec les commerçants, y compris des phases vie ma vie. On a passé du temps avec des commerçants dans leurs magasins pour voir comment ça se passait et quels sont les enjeux pour le futur du secteur que l'on a pu identifier dans la note pour Bruxelles. Alors tout d'abord, et je l'ai déjà dit en introduction, il faut faire le bon diagnostic. Le commerce n'est pas un secteur en déclin, mais c'est un secteur en très très forte reconfiguration. Il y a une redistribution entre le type de point de vente, y compris des secteurs d'activité qui changent de forme, certains disparaissent, certains autres apparaissent. On a évidemment tout le commerce électronique qui émerge et en fait qu'il faudrait reformuler en une présence sur Internet plus large que simplement le commerce électronique pour toute une série de services. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir des bons commentaires sur les reviewings en ligne, de se faire connaître via les médias sociaux et parfois, je dirais, avoir un magasin en ligne n'est que très secondaire, voire pas indispensable pour certains types de commerce. Mais par contre, aujourd'hui, il est clair que tout commerce a probablement besoin d'une présence en ligne, mais aussi d'une présence physique, parce qu'on voit aujourd'hui des acteurs du commerce en ligne qui recherchent une présence physique et avec une certaine attraction pour les lieux urbains. Deuxième élément clé, Bruxelles est un marché important. C'est un marché aussi en croissance. Si le commerce à Bruxelles est dans une posture qui est finalement moins mauvaise que dans certaines autres parties en Belgique, c'est aussi parce que le potentiel de population, le potentiel de clientèle a grandi à Bruxelles. Évidemment, reste la question des revenus, mais il faut se dire que petits ou grands revenus, ce sont tous des clients du commerce de détail. Alors, évidemment, en tant que petite ville mondiale, capitale de la Belgique, grand pôle d'emploi, Bruxelles doit aussi miser sur le fait de capter des flux. Alors, on pense évidemment aux touristes, mais dans la période actuelle, on montre aussi comment cette part de la clientèle peut être très fluctuante du fait des événements géopolitiques, sécuritaires ou sanitaires, comme on le voit maintenant, mondiaux. Et donc, ça pousse aussi à essayer d'équilibrer les différents type de clientèle et de ne peut-être pas trop miser sur les touristes, mais par exemple, on peut aussi imaginer de plus miser sur les navetteurs qui, eux, reviendront bien plus vite que les touristes à Bruxelles probablement. Alors, je l'ai déjà dit aussi, il faut veiller à une stratégie inclusive pour impliquer le numérique dans le secteur. C'est aussi veiller à maintenir un accès pour tous les types de clients au commerce et donc d'aussi éventuellement contrecarrer certaines dérives en matière de numérisation ou certains diront d'ubérisation du secteur pour maintenir un équilibre et un accès à tous et à une diversité suffisante de commerce. Alors, dans les évolutions, aujourd'hui, on se rend compte qu'on va beaucoup commencer, on l'espère, à réfléchir sur la transition économique, sur la transition environnementale, mais il faut reconnaître que le commerce va probablement un rôle majeur. C'est un interface, donc c'est aussi un lieu qui doit accompagner, voire guider ces transitions, penser à la logique de l'assortiment, adapter son assortiment, c'est aussi éventuellement contribuer à ces phénomènes-là. Le commerçant a un rôle d'information et donc il peut aussi agir en tant qu'éducateur du marché, expliquer, montrer les alternatives, penser par exemple, et là je reprends de nouveau un exemple sanitaire, sur le rôle que les pharmaciens ont par exemple dans la recommandation des médicaments génériques de manière à soulager quelque peu le budget de la sécurité sociale. C'est vraiment un rôle d'éducation. On peut imaginer ce rôle-là dans plein d'autres secteurs du commerce. Alors, plus spécifiquement lié à la fabrique de l'urbain, la question de l'immobilier. On a parfois un peu l'impression que les projets immobiliers se font de manière déconnectée des besoins des commerçants et que parfois on a un peu l'impression que finalement les commerçants sont appelés pour remplir des projets, voire pour les rendre rentables. Alors on voit qu'aujourd'hui, dans la situation économique du commerce, c'est peut-être pas un très très bon pari
à faire et qu'il faudrait peut-être vraiment penser à imaginer de l'offre immobilière qui réponde pleinement à des besoins du commerce et non pas l'inverse, des commerces qui doivent permettre de rentabiliser des investissements immobiliers. Alors, toujours dans les politiques au cœur des compétences régionales, la question de la mobilité. On voit aujourd'hui la mobilité se reconfigurer fortement face à l'épidémie du Covid-19. On voit la part qu'on va devoir donner, par exemple, au vélo pour soulager les transports publics. Ben, je dirais qu'à terme, sur une politique de mobilité à long terme, il faut intégrer cette logique multifonctionnelle de la ville et probablement avoir une politique de mobilité qui intègre mieux pleinement les autres éléments que simplement les déplacements domicile-travail. On peut évidemment penser à la culture sur la question des horaires, mais évidemment aussi sur la question de l'accessibilité au commerce, qui doit être plus multimodal, mais avec évidemment toute une série de contraintes. Pensons par exemple aux livraisons qui doivent être faites au magasin, mais aussi de plus en plus avec le développement du commerce électronique, et on l'a vu de nouveau avec la crise sanitaire, les livraisons sortantes des magasins, toute cette logique de pick-up que l'on va aller faire en magasin, qui génère non plus un gros flux rentrant dans le magasin, mais aussi une multitude de flux sortants. Enfin, puisqu'on a bien montré, je dirais, la multiplicité des acteurs publics qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans la vie des commerçants, je pense qu'il est vraiment temps, et c'est un travail que Brussels a déjà entamé, d'établir un référentiel d'action publique commune. Alors, c'est pas avoir une planification en disant chacun des commerces qu'il faut avoir à quel endroit, mais plutôt toute une série de lignes directrices, de principes sur lesquels les autorités publiques, mais en concertation avec le secteur, s'accordent pour avoir des lignes claires en matière de gestion du commerce et pouvoir redonner un petit peu, je ne vais pas dire de sécurité, parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment un terme qui devient très difficile à garantir, mais en tout cas, des lignes claires quant aux mesures qui vont accompagner le commerce pour finalement s'assurer que le commerce, qui, au Moyen-Âge, a vraiment fait la ville, reste bien un partenaire majeur du fonctionnement de la ville, et donc vraiment réconcilier la ville avec son commerce et le commerce avec sa ville. Voilà pour les grandes lignes de la note de synthèse que vous pouvez évidemment lire en détail dans Brussels Studies. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer aux questions. Hein. Donc les questions, alors on les passe par écrit parce que sinon c'est un peu plus difficile en termes de modération. Donc questions que vous pouvez me faire parvenir de deux manières, hein, via le chat de YouTube que Margot va modérer, ou évidemment ultérieurement je reste à votre disposition par courriel, bwayens@brusselsstudies.be, attention avec 2 S au milieu de Brussels Studies, que ce soit pour vous répondre par écrit ou pour mettre en place une vidéoconférence pour vous répondre sur des questions plus spécifiques. Voilà. Alors, je vois que j'ai ici une première question qui m'est parvenue, même deux questions. Donc, tout d'abord, une idée du nombre de personnes travaillant dans le commerce de détail qui seraient aujourd'hui en chômage technique. Alors, les estimations ne sont pas faciles à faire en matière d'emploi, puisque si on mesure assez bien l'emploi salarié via les déclarations ONSS, par exemple, pour ce qui est de l'emploi indépendant, c'est pas toujours évident de savoir si ces indépendants travaillent dans le secteur du commerce de détail ou pas. Néanmoins, j'ai pu faire des estimations à partir de la TVA des indépendants, que vous retrouverez d'ailleurs dans la note où j'indique un taux de salarisation pour la région et pour une série d'acteurs. Alors, pour en revenir très précisément à la question de l'estimation de la part, je ne vais pas dire juste des salariés, mais globalement des travailleurs du secteur du commerce de détail, j'estime qu'aujourd'hui, dans les mesures actuelles de confinement, c'est-à-dire avec essentiellement les commerces essentiels alimentaires, pharmacie, en route, on a de l'ordre de 25% des équivalents temps plein qui sont dans des secteurs d'activité qui travaillent. Ce qui veut dire qu'à Bruxelles, aujourd'hui, on aurait pour le moment 75% des travailleurs du commerce de détail et de l'ORECA, qui évidemment est un gros pourvoyeur d'emploi, qui sont tantôt en chômage temporaire, tantôt en situation de non-exercice de l'activité, puisqu'évidemment les indépendants sont dans une situation plus particulière. Alors, ce qui renvoie à la seconde question, comment les indépendants sont touchés par la crise? Alors ça, c'est évidemment un des points essentiels, c'est que dans le commerce de détail, on est dans un secteur d'activité qui est basé sur l'échange.
C'est-à-dire, c'est un secteur qui ne dégage de la valeur ajoutée que si les produits entrent et sortent des magasins, et de préférence sortent, puisqu'un produit qui traîne dans la vitrine ne rapporte rien. Et donc, c'est vraiment, dans un premier temps, des grosses questions de trésorerie qui vont se poser pour les commerçants, puisqu'à la limite, ils ont un stock qui est coincé dans le magasin et qui ne ressort pas. Alors évidemment, on peut baisser progressivement ses approvisionnements. Alors, l'Horeca a pu le faire assez rapidement, a pu essayer in extremis d'opérer une forme de liquidation des biens périssables juste avant la fermeture, qui, il faut bien le dire, avait été annoncée pas le jour idéal pour ce type d'activité qui était justement le jour des gros achats. Mais bon, ils ont essayé de mettre en place de manière créative une série de manières de liquider les stocks. C'est évidemment beaucoup plus difficile pour toute une série d'autres magasins. Pensons par exemple au secteur textile, où on a des collections qui sont là et qui, pour le moment, attendent d'être vendues, ce qui explique aussi tout le débat qu'on a eu autour, par exemple, des dates de solde. Et donc, globalement, d'abord un gros problème de trésorerie, et donc là, toutes les mesures qui vont permettre, je dirais, de soulager la trésorerie, que ce soit des facilités de paiement relatives à toute une série de taxes, voire des exemptions, parce qu'évidemment, il y a une partie du chiffre d'affaires qui est définitivement perdue. Il y a certains qui vont peut-être se rattraper, mais il y en a d'autres pour lesquels c'est définitivement perdu. Et puis, je pense, voilà, toutes les questions de prêts, de prêt-pont qui vont être essentielles, et donc la question des garanties. Mais il ne faut quand même pas se faire d'illusions. Des trésoreries mises à mal dans un secteur d'activité où la trésorerie est très fortement en tension, ça va mettre à mal beaucoup d'indépendants. Et alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que derrière ces indépendants, il y a des salariés. Parce qu'à Bruxelles, on a quand même une densité de travail à faire qui est importante, et donc on a quand même finalement beaucoup de magasins où on a certes un indépendant, mais aussi quelques salariés, que ce soit ponctuellement ou de manière permanente dans le magasin. Alors, je vois une question qui porte sur comment le commerce en ligne impacte le commerce traditionnel et le... Alors, évidemment, là, on est un peu au cœur des grandes questions qui sont occupées de se poser suite à cette épidémie Covid-19. C'est qu'évidemment, une bonne partie des solutions pour continuer à fonctionnement étaient dépendantes de la possibilité, au minimum, d'avoir du commerce en ligne, voire éventuellement de mettre des procédures de pick-up. Mais tout ça, ça nécessite une infrastructure, en tout cas au moins une plateforme pour assurer ces choses-là. Alors là, évidemment, c'est évidemment plus les franchisés et les succursalistes, ceux qui fonctionnaient en réseau, qui avaient éventuellement déjà ce type de plateforme, ou qui ont pu la mettre en place de manière mutualisée, non pas pour un seul point de vente, mais pour plusieurs points de vente. Et donc, je dirais que là, et ça renvoie vraiment à ces questions par rapport à une politique d'accès au commerce en ligne qui soit inclusive, non pas seulement pour le commerce succursaliste et franchisé, mais aussi pour les commerçants. Alors, il y a des démarches qui arrivent à Bruxelles pour le moment. Il y a des plateformes locales qui sont occupées de se mettre en place par quartier, notamment pour permettre la relance de certains types de commerce. Mais évidemment, vous vous rendez compte que c'est bien une logique collective. Et donc ça, c'est vraiment aussi un point qu'on a vraiment vu tout au long des 3 années de recherche sur le sujet, c'est la nécessité que pour toute une série de choses, le collectif est nécessaire. Alors, pour certains types de commerce, le collectif, c'est l'enseigne, c'est le réseau, c'est les succursalistes et les franchisés qui ont une mutualisation, mais probablement que le développement d'autres types de plateformes mutualisant les choses à l'échelle locale, donc par exemple, dans les projets qui sont en cours actuellement à Bruxelles, c'est l'idée de pouvoir passer commande et puis de pouvoir, sur 2 jours par semaine, avoir un service qui viendrait assurer les livraisons, pas juste pour un commerçant, mais qui serait mutualisé à l'échelle d'un quartier ou d'une commune. Donc je dirais que probablement ce qui est intéressant, c'est que cette crise va développer ou faire ressortir ou accélérer le développement de ce type d'outils locaux de commerce en ligne, mais qui sont en fait en plus des outils qui sont peut-être une manière d'avoir un commerce en ligne aussi plus respectueux de l'environnement, puisque avec l'explosion du nombre de flux, on a vu la Poste et d'autres services être aussi dans une certaine difficulté pour assurer le flux. Pensons aussi à toute la polémique sur les conditions d'emploi sur les plateformes logistiques. Et donc là, si on peut arriver à mettre en place quelque chose qui se base
via des tournées plutôt qu'une multitude de livraisons séparées et sur des tournées qui mobilisent des stocks qui sont plus décentralisés, déjà arrivés localement et où là, ils sont arrivés par un seul camion chez chacun des commerçants plutôt que par une multitude de flux, on a là des choses qui vont arriver. Alors évidemment, on n'en est encore qu'aux prémices. On va de nouveau laisser des gens sur le côté, mais vraiment, il va falloir, je dirais, essayer de rapidement soutenir ce type d'initiatives locales, voir comment elles se décantent et essayer d'éviter que les gros ne prennent finalement l'ensemble du marché. Ils ne sont d'ailleurs pas capables de le faire sur l'ensemble des secteurs d'activité. Il suffit de voir un petit peu les fils qu'on a pour le moment à Bruxelles, même dans la grande distribution alimentaire. On a senti que, par exemple, que les marchés ne sont plus là. La pression est un peu forte, probablement même parfois un petit peu trop forte sur ces secteurs-là. Alors j'espère avoir pu répondre partiellement à vos questions. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Sur le Covid-19, le bilan, on devra le faire dans 1 an, dans 2 ans, quand on aura le recul suffisant pour les choses. L'avantage ici de la note, je dirais, c'est qu'elle est juste pré-Covid. Et donc, quelque part, on a une sorte de situation de départ qui va nous permettre de documenter les évolutions futures et quand même de déjà, dans une certaine mesure, orienter ou argumenter par rapport à certaines mesures de soutien qui pourraient être prises. Voilà, alors je n'ai pas vu apparaître de questions supplémentaires. On approche tout doucement la demi-heure de point presse. Ah, je vois une question supplémentaire qui vient d'arriver. Donc, quels sont les impacts des réaménagements comme la piétonisation Alors évidemment, ça c'est clair que Bruxelles était dans une certaine reconfiguration. Alors, pour ce qui est du piétonnier, on a vu que ça a quand même généré pas mal de turnover. Ça fait évidemment aussi évoluer le type de commerce qu'on y rencontre. Il ne faut quand même pas nier le fait qu'on voit un peu plus de commerce Horeca, qu'il y a probablement un certain attrait plus pour certaines enseignes aussi dû à certaines évolutions des loyers. Et donc, ces phénomènes de piétonisation, ils ne sont pas neutres sur le commerce. Maintenant, le développement de l'Horeca, une part plus grande des succursalistes et des franchisés dans le paysage commercial, ce sont aussi des tendances lourdes qu'on observe sur le secteur. On a quelques chiffres qui ont été publiés là-dessus sur les 10 dernières années. Et donc, je dirais que tout mettre sur le dos de la piétonisation, c'est probablement bien abusif. Par contre, il est clair qu'en tout cas pour le centre-ville, la piétonisation a tendance à accentuer toute une série de processus qui étaient déjà à l'œuvre dans le Pentagone. Après, pour le reste, on n'a jamais pu encore à ce stade-ci voir tout ça fonctionner, ce que j'appellerais en rythme de croisière, et c'est probablement une des grandes difficultés, notamment du piétonnier du centre-ville, c'est qu'il a été mis en place dans une période confuse liée aux attentats. Ça a été pour le moment beaucoup des chantiers, et puis évidemment maintenant la crise du Covid-19 qui reconfigure encore l'usage des espaces publics et du commerce. Donc voilà, je ne suis même pas sûr d'un jour pouvoir en faire un bilan permettant de séparer l'influence des différents éléments dans ces types de dossiers-là. Voilà, écoutez, si on ne voit plus de questions apparaître, je vous invite donc à ce moment-là à consulter la note ou à me contacter par email. Toutes les coordonnées sont indiquées tant sur la note elle-même que sur le site Brussels Studies. Voilà, et alors, comme je vous le disais, on est bien dans quelque chose qui est un état des lieux pré-Covid, et donc voilà, à la fois je suis chercheur, mais finalement sur ce dossier-là, avec tous mes collègues, on s'est peut-être mué en archiviste du temps présent, et ce qui nous permettra, nous ou d'autres, de mieux faire le point sur les évolutions du Covid, et probablement, et ce sera peut-être le mot de la fin, sur tous les processus que la crise du Covid aura finalement accéléré dans l'évolution et dans la mutation du commerce urbain. Merci pour votre attention.